48 heures et un refus changent l'équation. Des délégations proposaient de sécurité, investissement et stabilité en échange du maintien d'accords jugés inéquitables, tandis que montaient les menaces, les sanctions et l'isolement annoncé. Mais ce basculement, présenté comme un pari contre l'ordre établi, touche aussi une question simple. Qu'est-ce que cela change concrètement pour ceux qui observent, avec Ibrahim Traoré au centre du récit? Au bout de cette tension, une idée s'impose. La dignité est traitée comme un choix, puis comme un coup, puis comme une ligne rouge. Ce récit promet une lecture précise des enjeux, sans slogan ni embellissement, en s'appuyant uniquement sur le contenu source et ses affirmations explicites. L'objectif est clair, comprendre ce qui est réellement en jeu lorsque des accords anciens sont remis en cause et ce que cela implique pour un État, une économie et une société sous pression. Pour le spectateur, l'intérêt est concret. En 10 à 15 minutes, identifier les mécanismes de dépendance, les coûts immédiats d'une rupture et les bénéfices possibles à moyen terme, sans chiffres, sans chiffres ajoutés ni extrapolation. Ibrahim Traoré apparaît ici non comme un symbole abstrait, mais comme un acteur placé face à des contraintes structurelles, des attentes populaires et des rapports de force externes. L'enjeu dépasse une décision isolée. Il s'agit de mesurer comment un choix politique devient un test de souveraineté observé bien au-delà des frontières nationales. Ce cadre permet de suivre, étape par étape, ce qui a été promis, ce qui a été refusé et ce qui a effectivement changé. 40% des recettes de l'or resteraient désormais dans le pays, alors qu'elles quittaient auparavant presque caramix entièrement le territoire. 12% d'investissements locaux supplémentaires et 25 000 emplois créés en moins de 6 mois sont avancés comme premiers résultats après la rupture avec les anciens accords. Ces chiffres, présentés comme un contre-pied aux prédictions de crise immédiate, forment le cœur de ce qui surprend ici. Malgré sanctions annoncées et menaces directes, l'effondrement attendu n'a pas eu lieu dans l'immédiat. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au contexte décrit par le récit source. Avant la transition, le Burkina Faso est présenté comme un pays où l'insécurité progressait au nord, où les soldats manquaient d'équipement et où les ressources naturelles continuaient de sortir sans bénéfice visible pour la population. Les rencontres diplomatiques, notamment avec des représentants étrangers, s'inscrivaient dans une logique de continuité, promesse d'aide et de stabilité en échange du maintien de cadres jugés exploitants. C'est dans ce cadre qu'Ibrahim Traoré situe sa décision. Le récit insiste sur un moment de rupture personnelle, tard dans la nuit, où la question n'est plus tactique mais existentielle. Cette décision est décrite comme solitaire au départ, puis rapidement relayée par un cercle restreint de jeunes officiers avant de trouver un écho plus large auprès de leaders religieux et communautaires. Cette séquence est importante car elle transforme un choix individuel en dynamique collective. Le contexte régional et international ajoute une pression supplémentaire. Les avertissements évoquent sanctions économiques, isolement diplomatique et menaces sécuritaires directes. Dans le discours rapporté, ces risques sont reconnus comme réels, mais présentés comme le prix à payer pour sortir d'une dépendance ancienne. Le contraste est central. D'un côté, une stabilité qualifiée de fausse, de l'autre, une instabilité assumée comme étape transitoire. Ainsi, ce qui se révèle progressivement ne tient pas seulement aux chiffres annoncés, mais à la narration d'un renversement de logique. Ibrahim Traoré n'est plus décrit comme réagissant aux pressions extérieures, mais comme cherchant à redéfinir le cadre même dans lequel ces pressions opèrent. Le récit avance ensuite par des figures secondaires qui servent de relais et de révélateurs. Un jeune officier, décrit comme l'un des premiers soutiens, incarne le passage d'une conviction solitaire à une dynamique partagée.
Son intervention marque un tournant narratif. La décision n'est plus seulement intérieure, elle devient dissible et transmissible. À travers lui, le texte suggère que des attentes latentes existaient déjà au sein de l'institution militaire, prêtes à s'agréger autour d'un signal clair. L'impact précoce ne se limite pas au cercle militaire. Les rencontres avec des chefs religieux, imams et pasteurs sont présentées comme un autre moment clé. Le fait qu'ils trouvent un terrain d'entente malgré des divergences historiques est utilisé pour montrer une prise de conscience collective plutôt qu'un simple alignement politique. Cette convergence est décrite comme fragile mais symboliquement forte. Elle donne une légitimité sociale à une décision qui aurait pu rester perçue comme un acte de rupture élitiste. Sur le terrain, les premiers effets restent modestes mais visibles. Le discours évoque la restauration progressive de services essentiels dans certaines zones touchées par l'insécurité, ainsi qu'un regain de confiance parmi des populations longtemps marginalisées. Ces exemples ne sont pas présentés comme des preuves définitives, mais comme des signaux faibles suffisants pour nourrir l'idée que le changement annoncé n'est pas uniquement rhétorique. Dans cette phase, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un stratège omniscient que comme un point de fixation. Autour de lui se cristallisent des attentes, des espoirs et aussi des craintes. Le texte insiste sur cette tension. L'élan initial crée une dynamique, mais il expose aussi le projet à une épreuve rapide, celle de la réalité quotidienne. Et, au fond, l'idée est simple. Ces impacts précoces servent surtout à tester la crédibilité du cap choisi. Avant la rupture, la séquence décrite suit un schéma familier. Des délégations étrangères arrivent avec un discours codifié, évoquant coopération, stabilité et aide conditionnelle. Les échanges sont polis, les promesses formulées dans un langage technique et les accords existants présentés comme des garanties indispensables à court terme. Dans ce cadre, la continuité apparaît comme l'option la moins risquée, celle qui évite les chocs immédiats et maintient des équilibres connus même s'ils sont contestés. Le tournant intervient lorsque la logique est inversée. Au lieu de discuter uniquement des avantages proposés, la question posée porte sur les résultats passés. Pourquoi, malgré des décennies d'accords et d'extraction de ressources, le pays reste-t-il parmi les plus pauvres alors que sa richesse naturelle est largement reconnue? Ce déplacement du débat crée un silence, décrit comme lourd, et marque le passage d'une négociation formelle à un test de volonté politique. À ce stade, l'événement n'est pas encore public, mais il enclenche une dynamique irréversible. Après ce refus implicite, la pression s'intensifie. Les avertissements se multiplient, évoquant des risques personnels, des sanctions économiques et une marginalisation diplomatique rapide. Le récit insiste sur le caractère concret de ces menaces, présentées non comme abstraites mais comme crédibles et imminentes. C'est ici que la décision devient pleinement opérationnelle. Accepter la continuité pour préserver une sécurité immédiate ou assumer une rupture dont les conséquences sont incertaines mais assumées. La phase suivante est celle de la réaction interne. L'annonce du cap choisi agit comme un signal. Des soutiens émergent parmi des acteurs qui jusque-là restaient des prudents ou silencieux. Des responsables religieux, des chefs communautaires et des segments de la jeunesse militaire sont décrits comme se ralliant progressivement, non par adhésion idéologique uniforme, mais par convergence autour d'un rejet commun de la dépendance. Cette agrégation transforme une décision de sommet en mouvement plus large, même si ses contours restent bodied flous. En parallèle, les premières conséquences extérieures se matérialisent. Le discours évoque des sanctions, un isolement médiatique et des récits alarmistes diffusés à l'international. Ces réactions sont présentées comme attendues, presque mécaniques,
dans un système où toute remise en cause des accords existants est interprétée comme un facteur d'instabilité. Pourtant, au lieu de provoquer un effondrement immédiat, elles semblent accélérer une réorganisation interne, notamment autour des circuits économiques locaux. C'est dans cette séquence que la figure d'Ibrahim Traoré est repositionnée. Il n'est plus seulement l'initiateur d'un refus, mais le point autour duquel se cristallisent des attentes contradictoires. Pour certains, il incarne une prise de risque nécessaire, pour d'autres, une source potentielle de vulnérabilité accrue. Le récit souligne cette ambivalence, montrant que le moment charnière n'est pas un instant isolé, mais une succession de décisions et de réactions qui transforment un choix initial en trajectoire collective. La dynamique des événements repose ainsi moins sur un acte unique que sur l'enchaînement de réponses internes et externes à une rupture assumée. Le récit avance ensuite sur un terrain présenté comme décisif, celui des résultats mesurables. La comparaison se fait simplement en mettant en regard la situation décrite avant la rupture et les évolutions observées après. L'objectif n'est pas de multiplier les chiffres, mais d'en sélectionner quelques-uns présentés comme emblématiques, puis d'en expliciter la portée réelle. D'abord, un premier indicateur ressort, la part des revenus issus de l'or. Avant la transition, l'extraction est décrite comme massive mais largement externalisée, avec des bénéfices quittant le territoire sans retombées visibles. Après renégociation de plusieurs contrats, 40% des recettes générées par l'exploitation aurifère resteraient désormais dans le pays. Cette évolution est interprétée comme un transfert partiel de valeur plutôt qu'un bouleversement total du modèle. Ensuite, un deuxième repère apparaît, l'investissement local. Le discours affirme une hausse de 12% des investissements domestiques malgré les sanctions et la pression internationale. Ce chiffre est présenté comme un contre-argument direct aux prévisions de retrait massif des capitaux. L'augmentation suggère une mobilisation interne compensant partiellement la baisse attendue des flux extérieurs. Puis, un troisième élément s'ajoute, l'emploi. Plus de 25 000 postes auraient été créés en moins de 6 mois, principalement via des entreprises locales et des projets de reconstruction de services essentiels. Ce chiffre est associé à une dynamique de court terme sans garantie de durabilité à long terme. La création rapide d'emplois est décrite comme un amortisseur social face aux chocs initiaux. Chaque indicateur est accompagné d'une mise en garde implicite. Le récit insiste sur le fait que ces chiffres ne signifient pas une résolution structurelle immédiate. Ils sont présentés comme des signaux, non comme des preuves définitives. La réduction annoncée de 15% de la pauvreté, par exemple, est liée à des initiatives communautaires ciblées et non à une transformation globale de l'économie. Cette précision vise à contenir l'enthousiasme et à maintenir une lecture prudente. Le contraste avec les prédictions initiales reste toutefois central. Les scénarios évoqués par des observateurs extérieurs parlaient d'effondrement rapide, de pénuries alimentaires et d'instabilité généralisée. Or, selon le discours rapporté, ces effets ne se sont pas matérialisés à court terme. Cette divergence est utilisée pour soutenir l'idée que les modèles d'évaluation externes sous-estiment la capacité d'adaptation locale. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré est replacé dans un rôle d'arbitre politique plutôt que de gestionnaire technique. Les chiffres ne sont pas présentés comme son œuvre personnelle, mais comme le produit d'une orientation stratégique assumée, traduite ensuite par des décisions administratives et économiques. Le texte insiste sur cette distinction pour éviter une personnalisation excessive des résultats. Enfin, la preuve quantitative sert surtout à refermer une boucle ouverte plus tôt. La question posée lors du refus initial portait sur l'efficacité réelle des accords passés. En mobilisant ces quelques données,
Le récit propose une réponse partielle. La rupture n'a pas entraîné l'effondrement annoncé et a produit des effets mesurables à court terme. Reste cependant une interrogation majeure. Ces évolutions résisteront-elles à l'épreuve du temps et à l'intensification des pressions extérieures, les Krankers? La critique la plus structurée avancée contre cette trajectoire repose sur deux arguments principaux. Le premier concerne le risque économique. Selon cette lecture, rompre avec des accords anciens, même imparfaits, expose un pays fragile à des chocs qu'il n'a pas les moyens d'absorber durablement. Les sanctions, la baisse potentielle des aides extérieures et l'incertitude réglementaire pourraient décourager les investisseurs à moyen terme, au-delà du sursaut initial décrit par les chiffres. Dans cette perspective, les gains rapides seraient conjoncturels, tandis que les coûts structurels apparaîtraient dès plus tard. Le second argument porte sur la sécurité et la stabilité régionale. Les opposants estiment qu'un isolement diplomatique affaiblit la coopération sécuritaire, essentielle face à des groupes armés actifs dans la région. En se mettant à distance de partenaires historiques, le pays risquerait de se retrouver avec moins de capacités opérationnelles et une marge de manœuvre réduite, au moment même où la menace reste élevée. Cette critique insiste sur le fait que la souveraineté politique ne garantit pas automatiquement la souveraineté sécuritaire. Ces deux arguments sont pris au sérieux dans le récit, qui ne les balaie pas d'un revers de main. La réponse proposée s'appuie cependant sur des éléments internes au discours source. D'une part, les accords précédents sont décrits comme ayant coexisté avec une insécurité croissante et une pauvreté persistante, ce qui relativise leur efficacité protectrice. D'autre part, la montée de l'investissement local et la mobilisation communautaire sont présentés comme des amortisseurs partiels face aux chocs extérieurs, même s'ils ne suffisent pas à eux seuls. La réplique centrale ne consiste donc pas à nier les risques, mais à les hiérarchiser différemment. Selon cette logique, le danger principal n'est pas l'instabilité née de la rupture, mais celle qui résulte d'une dépendance prolongée sans amélioration tangible des conditions de vie. Ibrahim Traoré est alors décrit comme assumant un calcul politique explicite, accepter des risques visibles et immédiats plutôt que perpétuer des coûts diffus mais chroniques. Cette mise en balance permet de comprendre pourquoi le débat reste ouvert. Les critiques soulignent des vulnérabilités réelles, tandis que les défenseurs mettent en avant une capacité d'adaptation sous-estimée. Et si l'on formule l'argument adverse avec le plus de force possible, un point clé apparaît. Le désaccord ne porte pas sur l'existence des risques, mais sur le choix de se juger acceptable au regard des alternatives disponibles. À ce stade du récit, un déplacement subtil s'opère. Jusqu'ici, la trajectoire pouvait être lue comme une suite de réactions à des pressions extérieures. À mi-chemin, le texte montre que le centre de gravité s'est déplacé vers l'intérieur. Ce n'est plus seulement la rupture avec des partenaires anciens qui structurent la dynamique, mais la recomposition des priorités internes, politiques et sociales. Le texte insiste sur un point souvent négligé. La mobilisation populaire n'est pas décrite comme un simple soutien passif. Elle devient un facteur actif, capable d'absorber une partie des coûts initiaux. Cette dimension change la lecture des chiffres évoqués plus tôt. Les investissements locaux et la création d'emplois ne sont plus seulement des indicateurs économiques, mais les symptômes d'un engagement collectif, même imparfait et inégal. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré cesse d'être uniquement l'initiateur d'un refus. Il est présenté comme le catalyseur d'un réalignement, où des acteurs jusque-là fragmentés trouvent un intérêt commun à maintenir le cap malgré les incertitudes. Ce basculement n'annonce pas une victoire, mais une transition. Le projet ne tient plus seulement à une décision de sommet, il repose désormais sur une adhésion sociale partielle mais réelle.
Cette bascule redéfinit la suite. Si la pression extérieure augmente, elle ne s'exerce plus sur un individu isolé, mais sur une configuration collective, plus coûteuse à faire plier. Les effets décrits prennent une forme plus lisible lorsqu'ils sont déclinés par groupes concernés. Pour l'État, la conséquence immédiate est une reprise partielle de contrôle sur certains leviers économiques. La renégociation des contrats miniers est présentée comme un signal politique autant qu'économique, car elle modifie la relation entre ressources nationales et décisions publiques. Cette évolution n'élimine pas la contrainte budgétaire, mais elle redéfinit la marge de manœuvre à court terme, notamment dans la location de fonds vers des priorités internes. Pour les entreprises, en particulier locales, le récit évoque une fenêtre d'opportunité. La hausse annoncée de l'investissement domestique est interprétée comme un déplacement du centre de gravité des capitaux extérieurs vers des acteurs nationaux et régionaux. Les PME sont décrites comme les premières bénéficiaires, non par abondance de moyens, mais par un accès élargi à des marchés et à des politiques plus favorables. Cette dynamique reste fragile, dépendante de la stabilité minimale et de la capacité administrative à accompagner la croissance. Du côté des populations, les conséquences sont présentées de manière contrastée. D'un côté, des créations d'emplois rapides et la restauration de services essentiels dans certaines zones alimentent un regain de confiance. De l'autre, le discours reconnaît des sacrifices immédiats, notamment pour des ménages exposés aux effets des sanctions et aux perturbations économiques. La réduction annoncée de la pauvreté est donc décrite comme partielle et inégale, concentrée là où des initiatives communautaires ont pu être mises en œuvre rapidement. À l'échelle régionale, l'impact dépasse les frontières nationales. La trajectoire suivie est observée par d'autres pays confrontés à des dilemmes similaires entre dépendance et rupture. Le texte suggère que le cas burkinabé fonctionne comme un test, sans pour autant devenir un modèle exportable tel quel. La réaction des partenaires africains est présentée comme prudente, mêlant solidarité politique et calcul stratégique face aux pressions internationales. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît comme un point de convergence plutôt que comme une solution unique. Les conséquences concrètes décrites ne sont pas attribuées à une action individuelle, mais à un alignement temporaire entre décisions politiques, mobilisation sociale et opportunités économiques. Cette articulation explique pourquoi les effets observés restent ambivalents, suffisamment tangibles pour contredire les scénarios d'effondrement immédiat, mais insuffisants pour garantir une trajectoire stable à long terme. Ce que cette partie met en lumière est clair. Les choix opérés produisent accueillis des effets différenciés selon les acteurs, et ces effets alimentent à leur tour le débat sur la viabilité du cap choisi. Les conséquences concrètes ne closent pas la discussion. Elles la déplacent du registre symbolique vers celui des résultats observables et de leur durabilité. À ce stade, le récit ouvre explicitement l'éventail des futurs possibles sans attribuer de probabilité chiffrée. Le premier scénario, qualifié de scénario de continuité, suppose la continuité du cap actuel. Dans cette hypothèse, la croissance resterait modérée, portée principalement par l'investissement local et la réorganisation de certains secteurs clés. Les réformes structurelles avanceraient par ajustements successifs, sans rupture supplémentaire. La pression extérieure demeurerait constante sous forme de sanctions ciblées et de contraintes diplomatiques, mais sans escalade majeure. Ce scénario implique une stabilité relative, fragile, où chaque progrès dépendrait d'une capacité à maintenir la cohésion interne et à éviter un choc sécuritaire majeur. Le deuxième scénario, plus favorable, repose sur un relâchement partiel des tensions et un renforcement des alliances régionales. Si les efforts diplomatiques aboutissent et que des partenaires africains consolident leur soutien,
l'économie pourrait bénéficier d'une intégration régionale accrue. Dans ce cas, les ressources naturelles seraient mieux valorisées, non seulement par la renégociation des contrats, mais par une diversification progressive vers l'agriculture, l'énergie et des activités à plus forte valeur ajoutée. Le discours suggère qu'une telle dynamique ferait du pays un point de référence symbolique, attirant des capitaux régionaux et renforçant la légitimité politique du choix initial porté par Ibrahim Traoré. Le troisième scénario est celui d'une détérioration, une intensification des sanctions combinée à une instabilité sécuritaire persistante pourrait entraîner des perturbations dans les secteurs essentiels. Les chaînes d'approvisionnement seraient fragilisées, les finances publiques sous tension et les populations les plus vulnérables exposées à des coûts immédiats plus élevés. Le texte insiste toutefois sur un point. Même dans cette configuration défavorable, la trajectoire ne serait pas synonyme d'abandon du cap. Les ressources locales et la mobilisation communautaire sont présentées comme des leviers de résistance, capables d'amortir partiellement les chocs. Ces trois scénarios partagent un élément commun. Aucun ne promet une résolution rapide ou indolore. Le choix stratégique est décrit comme un engagement dans le temps long, où les gains potentiels s'accompagnent de risques persistants. La recommandation implicite est alors cognitive plutôt que prescriptive. Évaluer la trajectoire non à l'aune d'une victoire immédiate, mais à partir de la cohérence entre objectifs affichés, coûts assumés et capacité réelle d'adaptation. Vous avez maintenant les cadres possibles. La question suivante est simple. Comment ces scénarios se traduisent-ils concrètement pour ceux qui vivent cette transition au quotidien? Lorsque la trajectoire est ramenée à l'échelle individuelle, les effets deviennent plus concrets et moins idéologiques. Pour une première catégorie d'acteurs, les jeunes et les étudiants, le récit met en avant un changement de perspective. L'idée d'un avenir contraint par des modèles hérités est partiellement remplacée par une narration de responsabilité et d'initiative. Cela ne garantit ni emploi immédiat, ni ascension sociale rapide, mais cela modifie le cadre mental dans lequel les choix personnels sont formulés, notamment autour de l'éducation et de l'engagement civique. Pour les entrepreneurs et travailleurs indépendants, l'impact est décrit de manière ambivalente. D'un côté, l'ouverture d'espaces pour l'investissement local et la valorisation de circuits nationaux créent des opportunités nouvelles. De l'autre, l'incertitude réglementaire et les contraintes liées aux sanctions rendent la planification plus risquée. Le texte suggère que cette période favorise ceux capables d'opérer à petite ou moyenne échelle, avec une forte capacité d'adaptation, plutôt que les structures dépendantes de flux extérieurs stables. Un troisième groupe concerne les ménages les plus exposés aux chocs économiques. Le discours reconnaît que pour eux, les bénéfices symboliques de la souveraineté pèsent peu face aux coûts immédiats. Les initiatives communautaires et la restauration de services essentiels sont présentées comme des réponses partielles, suffisantes pour amortir certains effets, mais pas pour éliminer toutes les vulnérabilités. Cette reconnaissance évite de présenter la transition comme uniformément positive. Enfin, pour les observateurs extérieurs, le récit propose une lecture plus large. La trajectoire en cours sert d'exemple concret sur la manière dont un pays peut tenter de redéfinir ses priorités sous contrainte. Ibrahim Traoré n'est pas invoqué ici comme figure héroïque, mais comme point de référence autour duquel se cristallisent des choix collectifs. L'enjeu pour le public est alors de comprendre comment ces choix résonnent avec leur propre contexte, au-delà du cas spécifique. La dernière partie opérationnelle du récit propose une feuille de route structurée en étapes sans prétendre offrir une solution immédiate. La première concerne l'éducation et la prise de conscience collective. Le discours insiste sur la nécessité de renforcer la compréhension du contexte historique
économiques et politiques afin que les choix actuels soient perçus comme des décisions éclairées plutôt que comme des réactions émotionnelles. Cette étape est décrite comme continue, impliquant aussi bien les institutions que les initiatives locales et visant à consolider l'adhésion sociale dans la durée. La deuxième étape porte sur la restructuration économique. Il s'agit de réduire progressivement la dépendance à un nombre limité de ressources et de partenaires, en diversifiant les secteurs porteurs. L'agriculture, les énergies renouvelables et certaines activités technologiques sont citées comme axes prioritaires. L'objectif n'est pas l'autarcie, mais une capacité accrue à négocier depuis une position moins vulnérable. Dans ce cadre, les politiques publiques sont présentées comme des catalyseurs, tandis que les acteurs locaux restent les principaux exécutants. Une troisième étape concerne la cohésion interne et la gouvernance. Le récit souligne que la réussite du cap choisi dépend de la transparence des décisions et de la capacité à mesurer les résultats. Des indicateurs simples liés à l'emploi, aux services essentiels et à la redistribution des revenus sont évoqués comme outils de suivi. Cette approche vise à maintenir un lien de confiance entre l'État et la population, condition indispensable pour absorber les coûts à court terme. Enfin, la dimension extérieure complète cette feuille de route. Le renforcement des partenariats régionaux africains est présenté comme un levier stratégique permettant de mutualiser les risques et d'élargir les débouchés. Ibrahim Traoré est cité comme porteur de cette orientation, non comme garant de son succès, mais comme l'un des acteurs chargés de la défendre dans le temps. La feuille de route ne promet pas une issue certaine, mais elle clarifie les étapes par lesquelles le projet entend passer pour transformer une rupture politique en trajectoire durable. Le récit revient alors à son point d'origine, non pour répéter la décision initiale, mais pour en mesurer la portée symbolique. L'image de départ, celle d'un choix posé dans l'incertitude, se transforme en motif récurrent. Agir sans garantie, mais avec une direction assumée. Ce rappel donne une cohérence à l'ensemble du parcours décrit, depuis la rupture jusqu'aux conséquences observables. La figure de la grand-mère évoquée plus tôt fonctionne comme un lien discret entre le personnel et le collectif. Elle incarne une transmission de valeurs, faite de sacrifices et d'espoir, qui dépasse l'instant politique. En rappelant cette référence intime, le texte suggère que la trajectoire nationale est aussi nourrie de récits de familiaux et de mémoires partagées, souvent absentes des analyses strictement économiques. Dans cette conclusion, Ibrahim Traoré est réinscrit dans une continuité plutôt que placé sur un piédestal. Il apparaît comme un point de passage, un moment dans une histoire plus longue où les décisions individuelles s'entrelacent avec des aspirations collectives. Le récit ne ferme pas la porte aux doutes ni aux difficultés à venir. Il affirme simplement que le cap suivi s'enracine dans une volonté de dignité répétée et partagée. La phrase qui s'impose alors est courte et sans emphase. Choisir son chemin coûte cher, mais renoncer coûte plus longtemps. Elle sert de point d'ancrage émotionnel, rappelant que la trajectoire décrite reste inachevée, suspendue aux choix futurs et à la capacité collective de les assumer. La trajectoire décrite ne se conclut pas par une injonction, mais par une invitation à réfléchir à sa portée collective. Le récit élargit l'angle et rappelle que ce qui se joue dépasse un pays ou une figure politique. Il s'agit d'une question plus vaste. Comment une société décide-t-elle de la valeur qu'elle accorde à sa dignité et jusqu'où elle accepte d'en payer le prix? Cette interrogation ne cherche pas une réponse immédiate, mais ouvre un espace de discussion. Pour le public, l'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter en bloc le choix présenté. Il est d'examiner les mécanismes à l'œuvre, les coûts assumés et les résultats observables, puis de les mettre en regard de ses propres contextes. Le récit
suggère que l'attention, la compréhension et le débat informé constituent déjà une forme de participation. Partager une analyse, confronter des points de vue, refuser les simplifications excessives sont présentés comme des gestes civiques à part entière. La figure d'Ibrahim Traoré réapparaît une dernière fois comme repère narratif, non comme conclusion définitive. Son rôle est celui d'un catalyseur qui force à poser des questions inconfortables sur la souveraineté, la dépendance et le temps long du changement. Le texte évite toute promesse de succès garanti, préférant souligner la responsabilité collective face aux choix engagés. La dernière question reste ouverte, volontairement. Face à une histoire de rupture et de continuité mêlée, que retient-on? Le risque pris, les résultats partiels ou la cohérence d'un cap maintenu malgré l'incertitude? C'est dans cette réflexion, plus que dans une réponse tranchée, que se joue la suite du dialogue.